Donc bonjour à tous. Déjà, avant de commencer, je vais un petit peu me présenter. Je suis arrivée il y a un peu plus de 6 mois au sein de Clanic. Je suis architecte AWS. Ça fait aujourd'hui 10 ans que je fais de l'Amazon tous les jours. Donc vous allez voir à travers cette partie de landing zone, c'est comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est aussi important, et puis les retours d'expérience que du coup j'ai pris sur des expériences passées, qui va vous aider à mieux comprendre comment ça peut être adapté une landing zone. Donc la première des choses, forcément, on va commencer, c'est la définition, puisque certains d'entre vous ne savent pas du tout ce que ça peut être et à quoi ça peut servir. Et puis en termes de retour d'expérience, je vais prendre 3 cas d'usage. L'une d'une start-up qui s'appelle Skileo, j'en parlerai après, une PME et un grand groupe, ce qui va permettre de pouvoir voir, suivant les types d'organisation, quelles peuvent être aussi les différences et les questions qu'on peut se poser. Donc, qu'est-ce qu'une landing zone? C'est une très bonne question. Suivant le dessin que vous pouvez voir derrière, si on traduit mot à mot, c'est une piste d'atterrissage. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand un avion il atterrit, pour atterrir, il a déjà toute une équipe qui sait qui va arriver. Donc on va avoir la tour de contrôle pour aller prévenir que l'avion va atterrir et que donc la piste elle est disponible. Mais aussi on va avoir tout le personnel qui va être à terre, tout simplement s'organiser pour accueillir les passagers, pour gérer toute la partie des bagages et ainsi de suite, mais aussi pour diriger la partie de l'avion pour aller se parquer. Eh bien, sur la partie IT, sur la partie Amazon, c'est exactement la même chose. Avant qu'une application puisse arriver ou être mise, en tout cas sur du cloud computing, quel qu'il soit, il faut créer toute la partie des fondations, toute la structure pour que l'application puisse atterrir et une fois qu'elle a atterri dans la partie cloud, être complètement et correctement gérée. Donc, un peu comme un bâtiment, on construit en fait toutes les fondations, tout le socle pour pouvoir tout simplement gérer correctement derrière cette application. Donc, c'est l'une des premières étapes qu'on va faire quand on va chercher à aller dans du cloud computing. Tel que, comme on était sur de la plateforme existante, on a principalement les scopes tels que le réseau, le stockage, comment on va gérer cela, toute la partie sécurité, gestion des accès, etc., qui vont aller se poser. Quels sont les éléments qui vont nous permettre de la définir? En fait, il n'y a pas de landing zone spécifique avec un modèle en disant c'est forcément comme ça, il n'y a pas d'autre choix. C'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure, notamment vis-à-vis du scope de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, puisque suivant ce qu'elle fait, il va y avoir des focus qui vont peut-être être plus axés côté sécurité, etc. Mais ça va dépendre aussi de toute cette partie de structuration. Donc la structuration de l'entreprise, c'est déjà à savoir comment elle est organisée. Est-ce que j'ai une équipe qui est dédiée, par exemple, pour gérer toute la partie infrastructure, ou au contraire, j'ai une équipe qui est totalement réduite et qui fait de la partie globale et générale. Mais aussi, ça va être sa stratégie vis-à-vis de l'évolution. Une landing zone, c'est quelque chose qui va évoluer au niveau du temps, puisqu'on est sur des plaques qui sont tournantes. Amazon, moi, quand je l'ai connu il y a une dizaine d'années, c'était 30 services. Aujourd'hui, on est à plus de 200. Et donc, la landing zone, elle aussi. Je sais pas si c'est moi, mais on t'entend plus. Il y a plus de son. Oui, mais c'est vrai qu'avant, c'est RFD. C'est sur le design. NCR, c'est sur. Ulysse, tu arrives à remettre ton son? T'apparais en mute. Oui, il y a quelqu'un qui m'a désactivé apparemment. Tu as peut-être fait désactiver tous les micros tout à l'heure. Alors oui, mais il y a un moment. Désolée pour l'interruption. Il n'y a pas de souci, alors vous étiez arrêté où? Ah, ça fait 2 secondes, hein, t'inquiète pas, tu peux reprendre. D'accord. Donc, la structuration, du coup, vous m'avez entendu, j'espère. Sinon, je reprends. Bon. C'est bon, Julie, vas-y. C'est bon. Ok. Donc, plus la partie stratégie de l'entreprise, c'est de savoir en fait comment on va aller évoluer. Parce que comme je disais, comme je l'ai dit, Amazon, c'est plus de 200 services aujourd'hui. À l'époque, il y a une dizaine d'années, c'était 30 services. Tous les ans, il y a 20 nouveaux services qui pop. Mais en plus, dans les services qui sont déjà existants, on va avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça demande en fait qu'on continue à aller regarder ce qui se fait pour pouvoir améliorer notre landing zone. Et puis,
tout simplement pouvoir la faciliter en termes de gestion, mais aussi en termes de complexité, la réduire s'il y a des nouveaux services qui nous le permettent. Il faut savoir que la base AWS, elle est basée sur du retour d'expérience utilisateur, donc client, pour aller simplifier les choses, mais aussi répondre à des besoins, donc en créant ces nouveaux services. Donc la stratégie de l'entreprise, elle est assez importante puisque suivant la taille de l'entreprise, on va pouvoir voir à moyen, court et long terme la possibilité d'évolution. Et donc on va construire cette landing zone pour qu'elle puisse évoluer, notamment si je prends par exemple une des briques, la partie réseau, on va chercher en fait à mettre un énorme pool d'adressage IP si on est une grosse entreprise pour demain ne pas être bloqué. À côté de ça, on a aussi toutes les obligations internes et légales. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que quand on est par exemple une entreprise, je prends un cas concret, une entreprise de la santé, elle ne peut pas mettre ses données n'importe où. Elle va être restreinte en termes par exemple de localisation, suivant des règles qui vont être définies suivant les pays, mais aussi en termes de légalité, elle va devoir garder une certaine traçabilité pendant X années. Et à côté de ça, on a aussi les obligations internes à l'entreprise. Par exemple, là encore, au niveau sécurité, on a généralement des plans de sécurité qui vont définir que les règles sont comme ceci, comme cela, notamment avec comment pouvoir gérer un plan de reprise d'activité. Donc, on va se poser les questions quand on va définir notre landing zone, de définir toute cette architecture pour que ça puisse répondre aux différents besoins évoqués. Mais il y a aussi, du coup, l'existant technologique. Aujourd'hui, quand on arrive sur une société qui ne vient pas de naître, hein, on a tout un scope technologique avec des gens qui ont les connaissances sur ce scope existant. Arriver sur le monde du cloud computing, ça demande une certaine conduite de changement, ça demande de la formation et ça demande aussi de la pratique. On ne peut pas passer de A à B d'un coup. Du coup, ça va être aussi de faire apprendre au fur et à mesure à gérer tout cet écosystème et à monter en compétences dessus. Donc, il se peut, suivant les entreprises, qu'il y ait des solutions plus ou moins intermédiaires et du coup évolutives pour se dire aujourd'hui, on va faire un certain bloc principaux, puis au fur et à mesure, on va évoluer, on va avancer pour rajouter d'autres scopes et pouvoir les apprendre au fur et à mesure. Et puis à côté de ça, il y a tout l'aspect financier. Le cloud computing, c'est aussi en fait une nouvelle façon de voir les choses, c'est qu'on va réfléchir vis-à-vis du coût. Dès qu'on va consommer quelque chose, on va payer à l'utilisation principalement. Donc, ça va être aussi de savoir qu'est-ce qu'on a réellement besoin, comment on va pouvoir le mettre en œuvre, et est-ce que c'est la bonne façon de le mettre en œuvre pour pas que ça nous coûte non plus un bras. L'ensemble de tout cela va du coup nous permettre de définir notre landing zone, notamment à travers différents scopes, qui sont principalement la partie réseau, à savoir, est-ce qu'on va avoir de l'hybridation, est-ce qu'on va s'interconnecter avec un système existant, peut-être le data center de l'entreprise, comment on va pouvoir gérer la création des comptes, notamment AWS, est-ce que je vais en avoir un, est-ce que je vais en avoir 10 000, quel type de support on va prendre, donc on va le voir à travers Amazon, on a 3 types de supports qui existent, Dev, Business et Enterprise. Et puis, on a aussi toute cette partie tagging et cette partie FinOps. Donc, le tagging, c'est tout simplement des tags, donc des étiquettes qui vont être mises sur chaque ressource AWS, puisque c'est l'accumulation de tous les petits cours qui vont faire vraiment la globalité du coût principal. Et il va falloir pouvoir identifier qui correspond à quoi. On peut imaginer du coup qu'on a différents types de projets, différents types d'environnements. Si on ne rajoute pas de tagging, on ne va pas savoir à qui correspond quoi. Et donc, sur quoi on va pouvoir demain optimiser les différents coûts ou en tout cas refacturer. Donc, c'est-à-dire mettre toute cette brique côté FinOps. À côté de ça, on a une partie qui est transverse, la sécurité, elle va être là du début à la fin. On a toute la gestion des accès. Donc ça va être autant au niveau des accès qui concernent par exemple les systèmes d'exploitation, les applications en elles-mêmes, que la partie des accès qui concerne vraiment la structure Amazon, c'est-à-dire l'accès au niveau des comptes AWS. L'Internet Facing, donc là, quel est le flux qui passe en entrant, en sortant, comment on va pouvoir aller contrôler ça. La partie DNS avec toute la partie routage, comment je route. Et puis toute la partie run avec la partie monitoring, donc comment je moniteur correctement mes applications, mes services pour savoir s'il y a des problématiques.
comment je suis en capacité d'aller backuper, simplement de se dire comment je vais pouvoir demain gérer un plan de reprise d'activité, tout simplement aussi. Puis comment je vais aller mettre à jour tous mes systèmes, toutes mes applications avec la partie patching. Et à travers ça, comment moi je vais être en capacité de savoir qu'il y a un problème, de savoir que les choses soient correctement faites. Pour ça, on doit aussi mettre en place de la partie alerting. Les différents blocs que vous voyez là, ce sont vraiment les blocs principaux dès qu'on va aller construire une landing zone, soit une nouvelle infrastructure. On va aller chercher à comprendre avec chacun des clients qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est déjà fait ou non. Principalement aujourd'hui, on va se faire un focus sur la partie qui est plus en bleu, donc la partie réseau, account support, tagging, FinOps, et puis aussi la partie sécurité, puisque comme je vous l'ai dit, c'est là du début à la fin. Pour pouvoir du coup vous montrer, vous faire comprendre un peu à quoi peut ressembler une landing zone et surtout ce qu'elle comprend, du coup j'ai fait le choix de prendre 3 entreprises. La première, c'est le cas d'une startup qui s'appelle Skileos. Alors je peux citer le nom puisque c'est un cas qui est public aujourd'hui. C'est une infrastructure qui a été faite il y a maintenant 2 ans et demi. Elle s'est faite en plein début du Covid. Skileos, c'est une société qui permet de faire de la partie e-learning, donc accessible depuis Internet. Et suite à la partie Covid, au chômage technique et partiel que ça a pu entraîner, il y a eu un afflux de personnes qui ont cherché à faire de la partie formation. Et en l'occurrence, il y a Bouygues Télécom, qui est l'un des principaux opérateurs téléphoniques et Internet en France. Bouygues Télécom a offert en fait à ses plus fidèles clients un accès d'1 semaine à la plateforme de Skileos. Sauf que Skileos, c'était une petite start-up, une petite entreprise qui n'était pas habituée à avoir autant de connectivité simultanée. Donc l'idée, avant d'avoir tout ce pool de plus d'1 million de personnes qui allaient potentiellement se connecter en simultané, c'était de pouvoir gérer que leur plateforme existante puisse gérer ce nombre d'utilisateurs. Donc j'ai travaillé sur ce cas. Vous avez la curiosité, il y a un cas public à ce niveau-là, je pourrais vous donner l'adresse. Mais du coup, là, l'idée, c'est de se dire comment on a pu modifier un existant. Donc, Skileos, on avait déjà une plateforme existante, mais elle n'était vraiment pas faite pour pouvoir gérer autant d'utilisateurs. Et puis, elle ne respectait pas non plus, en fait, les règles de la bonne construction d'une landing zone au moment T où elle a été faite, puisque cette architecture, elle date d'un peu plus de 5 ans. Et quand on l'a revue, c'était il y a 2 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a différents services qui arrivent, ça évolue. Et donc, derrière, les architectures doivent aussi évoluer. Skileos, c'est une entreprise où, en termes d'infrastructure, on n'a qu'1 à 2 personnes qui vont gérer le scope infra. Donc, c'est très, très peu et ce n'est pas leur focus métier. Donc, elles vont chercher aussi à faire le plus simple possible pour pouvoir avoir le focus. Donc, du coup, comment ça va se passer? Comment ça s'est passé sur ce cas de Skileos? Donc là, en noir, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle un master account. Master account, c'est quoi? C'est un compte Amazon sur lequel on a géré la partie facturation. C'est-à-dire que c'est elle qui prend la partie carte bancaire sur lequel retourne toute la partie facturation. Et puis en dessous, à travers ce compte master qui porte la partie bancaire uniquement, on a créé 3 comptes AWS. Le compte de log, le compte de sécurité et le compte d'infrastructure. On peut voir qu'on a du coup des OU. Des OU, ça correspond à quoi? C'est des unités d'organisation. Ce sont des groupes en gros de ressources qui concernent la partie des comptes AWS sur lequel on peut réaliser ce qu'on appelle des SCP, donc des services contrôle policiers. Les SCP, elles permettent de pouvoir régir sur les sous-comptes qu'elles drive. C'est-à-dire qu'on va permettre de se dire quels sont les services AWS qu'ils vont avoir accès ou au contraire, quels sont les services AWS qu'ils n'auront pas le droit d'avoir accès. De base, au sein d'AWS, on est sur un système de droit qui est granulaire. C'est-à-dire que si on n'a pas donné les droits, ils n'auront pas la capacité d'aller voir ou d'accéder à différents services. Donc, il y a 2 politiques qui peuvent se faire. Soit on régit par tout est autorisé sauf tel et tel service. Et donc là, ça permet de pouvoir gérer les nouveaux services qui vont arriver. Là, ça a été le cas de Skileos, c'est de se dire tout ce qui peut
ce qui n'a pas de rapport avec l'entreprise en tant que telle. On va faire un deny pour éviter en fait des coûts supplémentaires, puisque je le rappelle, tout ce l'on consomme sur AWS du coup devient payant généralement. Et donc du coup, on va éviter de perdre de l'argent inutilement. Excusez-moi. Et donc, on va chercher à avoir un droit de regard dessus. Et le mieux, c'est aussi de le bloquer pour éviter de potentielles erreurs. Donc là, au final, on a créé un groupe qui s'appelle Core, donc une OU Core, qui concerne le compte de log et le compte de sécurité, sur lequel on a indiqué que ces deux comptes-là, grâce à la SCP qui est sur Core, avaient droit à tel et tel service AWS. Contrairement au compte infrastructure, qui, elle, là, une OU qui est différente, qui concerne tous les environnements, et qui va dire, par exemple, vous n'avez droit que de créer des serveurs virtuels, vous n'avez droit que de créer des bases de données. Ça permet aussi de bien granuler, suivant les deux comptes qui sont plus des comptes d'organisation pour gérer toute la partie transverse, et plus axé du coup sur la partie sécurité, et après toute la partie qui va avoir plus un cycle de vie, c'est-à-dire création d'applications, et ainsi de suite. Pour la partie du compte de log, du coup, on a choisi de le créer totalement à côté. On aurait pu se dire tous les logs vont aller sur le compte d'infrastructure, etc. Là, non. On va les centraliser toute la partie logging sur un seul et même compte, puisqu'on va restreindre en fait cet accès à ce compte-là à des besoins uniquement de sécurité, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, notamment en cas d'une attaque, et de pouvoir aller troubleshooter à ce niveau-là. Pour gérer la partie des logs côté AWS, on a activé un service qui s'appelle CloudTrail. Alors CloudTrail, c'est un service qui est natif au sein d'AWS, qui log de base, sans aucune configuration de votre part, tout ce qui se passe sur la plateforme pendant les 90 premiers jours. Et si on veut du coup avoir plus de logs et pouvoir par la suite pouvoir les gérer, les traquer, on va mettre en place du coup CloudTrail pour aller stocker à un endroit précis toute la partie des logs. Les logs qu'on stocke, principalement, ce sont tous les calls API, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur la plateforme. Autant je me suis connecté sur la plateforme, ça va se loguer, j'ai allumé un serveur, je l'ai supprimé, toute modification potentielle, on va pouvoir aller la tracer grâce à ce service qui est CloudTrail. On va aussi avoir créé à côté de ça un compte de sécurité. Là, on le dédie à vraiment la partie sécurité, puisqu'on va les configurer différents services, mais on va pouvoir aussi aller configurer des serveurs directement sur ce scope-là. Donc, il va avoir un cycle de vie. Et là, principalement, pour les besoins de Skilleos, donc je le rappelle, une petite start-up, on n'a pas non plus de gros moyens et beaucoup de personnes qui vont aller gérer, puisqu'on avait 1 à 2 personnes. On a mis en place du coup le service qui concerne config, c'est pour gérer toute la partie conformité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, moi je souhaite savoir si j'ai mis quelque chose, des éléments en public, par exemple avec le service S3. S3 permet d'aller stocker des fichiers, stockage plat, et de se dire est-ce que c'est accessible pour tout le monde à travers Internet ou non. Et ça, en fait, on a certaines règles qui sont déjà préconfigurées, qu'on peut utiliser côté config pour déjà nous ressortir des alertes. Et donc là, dans un cas de startup, ça évite de pouvoir aller user du gaz, aller comprendre comment se fait la sécurité, quels sont les points qu'on peut prendre en compte et tout ça. On a déjà ces blocs-là qui sont présents, qu'on active et on récupère toute cette partie conformité qui nous permet derrière d'aller traiter ce qui a été ouvert si on n'en avait pas connaissance. Et puis, on utilise aussi AWS Security Hub. AWS Security Hub, il permet d'aller centraliser pour les différents comptes qu'on va avoir créés. On va aller configurer le fait que toutes les informations vont aller centraliser dans le Security Hub. Et on va aussi récupérer des éléments, pareil, on a mis avec de la partie intelligence pour se dire, il y a tel élément qui n'est pas fait correctement et ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'avoir plus un board central pour pouvoir gérer donc, les 3 comptes qui sont présents. Là, on peut voir qu'on a un seul compte AWS qui concerne la partie infrastructure, sur lequel on va retrouver tous les écosystèmes de Skilleos, c'est-à-dire les environnements, autant de production, de pré-production et de développement.
Étant donné qu'on est sur une seule application principale, on n'a pas ressenti le besoin d'aller segmenter avec différents comptes AWS. Ça aurait rajouté de la complexité. Donc là, on était principalement sur quelque chose qui était totalement automatisé pour pouvoir gérer en fait le flux de nombre de personnes qui allaient se connecter au sein de l'infrastructure. Et on allait multiplier au niveau horizontal, ce qu'on appelle le scaling, le nombre de serveurs web pour pouvoir absorber cette charge. Donc là, on a mis en place du coup ce compte d'infrastructure pour gérer les 3 écosystèmes sur lesquels on a correctement fait toute la partie tagging, c'est-à-dire en renseignant toute la partie des environnements, mais aussi toutes les ressources autour qu'on a pu utiliser. On les a taguées suivant un certain type de convention de nommage. La convention de nommage, en termes d'architecture, c'est quelque chose qu'on fait dès le départ, c'est-à-dire de se dire comment on va pouvoir aller nommer chacune de nos ressources pour demain, si ça s'évolue, ou pas d'ailleurs, on va être capable de les identifier assez rapidement, notamment pour agir s'il y a un problème, comprendre de quelles ressources on parle et où est-ce qu'elle peut être située. Dans le cas de Skileos, là, on était principalement sur ce qu'on appelle du monorégion, c'est-à-dire qu'on utilisait au sens AWS un seul pays sur lequel allait reposer de la partie infrastructure. Et on utilisait ce qu'on appelle des multizones, c'est-à-dire un ensemble de un ou plusieurs data centers, ce qui nous permettait de se dire si j'ai un data center qui a un problème, alors notre infrastructure est capable de rebondir sur d'autres data centers qui permet d'être totalement transparent pour les utilisateurs. On a cherché à automatiser ici principalement toute la gestion de l'infrastructure pour qu'elle s'adapte vis-à-vis du nombre d'utilisateurs. Et puis à côté de ça, on a utilisé tous les outils de run, donc notamment la partie monitoring, donc avec un service qui s'appelle CloudWatch, pour s'assurer est-ce que j'ai des codes de retour, des erreurs, est-ce que j'ai du code 200, est-ce que j'ai des erreurs de type 400, 500, etc. pour voir comment réagissait aussi toute la partie du site web. Et on a cherché aussi à optimiser du coup financièrement la gestion de ces serveurs, notamment avec de la configuration, du coup, comme je le disais, d'autoscaling. L'autoscaling, c'est le fait de pouvoir grandir au niveau horizontal suivant la consommation qui est demandée, qui peut être régie suivant des règles, qui peut être autant la partie mémoire que la partie CPU par exemple. Donc là, dans ce cas-là, dès qu'on avait 85% de mémoire qui était consommée ou de CPU, alors on avait de nouveaux serveurs qui se créaient de manière automatique, ce qui permettait, plus il y avait d'utilisateurs, de rebondir sur différents serveurs web et donc de ne pas avoir de problème de connectivité au sein du site web. Donc là, on est dans un cas d'une landing zone qui est assez simple, puisque on a un seul compte principal pour gérer les différents environnements. On a une structure qui va nous permettre de pouvoir évoluer par la suite. Et donc, on fait le choix d'utiliser un seul type de support, qui est le support AWS Business. Un support au sens d'AWS, ce sont une équipe AWS que l'on peut contacter en créant des supports directement au sein du compte Amazon. Et derrière ce support-là, ce sont des personnes certifiées AWS auxquelles on peut soit tout simplement énoncer qu'on a des problèmes techniques qu'on n'arrive pas à résoudre, mais aussi on peut poser tout un tas de questions, notamment de se dire moi je cherche à faire ceci ou cela, je ne sais pas comment le faire, et donc demander de l'aide, de conseils au sein d'AWS. Donc ça, c'est super important pour une start-up, par exemple, de type Skileos, puisqu'ils n'ont pas forcément l'accès à 10 000 ressources, qui vont avoir des connaissances évoluées, et ils vont pouvoir, à travers le support, interagir pour résoudre les différents problèmes qu'ils pourraient avoir en termes de production, mais aussi demander de l'aide pour évoluer leur scope au fur et à mesure. Dans le cas réel, du coup, la structure qui a été faite côté Skileos, on avait un existant. Cet existant, on ne pouvait pas y toucher, puisque du coup, à cause de la partie Covid, il y avait énormément d'utilisateurs qui l'utilisaient au moment T. On a fait donc le choix totalement d'aller reconstruire un nouvel écosystème à côté, c'est celui-là que je vous présente, ce qui a permis à la structure existante de continuer d'accueillir leurs utilisateurs. Et nous, au fur et à mesure, ça nous a permis de créer toute cette plateforme
Et à un moment, on a fait un switch pour aller faire la migration notamment d'une base de données, principalement, pour pouvoir demain accueillir surtout ce compte AWS et enlever la structure existante auparavant. Ça nous a permis de remettre correctement, suivant les derniers services AWS qui étaient en vogue au moment T, d'assurer une certaine structuration en termes de sécurité, mais aussi derrière de voir toute la partie visibilité de la partie FinOps à travers la structuration de tags AWS. Donc, on a une structuration qui est là assez basique, assez simple à mettre en œuvre, qui répond aux best practices côté AWS. Elle est assez simple notamment parce qu'on n'a pas de gestion côté réseau. On est vraiment cloud native, c'est-à-dire qu'on a construit l'infrastructure, l'environnement applicatif directement côté AWS avec les différents services qui étaient existants. Du coup, on ne va pas les s'interconnecter avec le data center existant. On aurait pu avoir Skileos. Donc, on n'a aucun lien ou terminaison à mettre entre ces infrastructures. La partie AWS Support Business, je reviens juste 2 secondes dessus. Comment ça se passe le support AWS? C'est qu'en fait, on va payer un pourcentage de la facturation globale. En fait, on a 2 méthodes de paiement. Soit on a un pourcentage, par exemple, de base de la partie support business, il est entre 5 et 7%. Mais des cas d'exemple, je vais prendre le fait qu'on imagine que c'est 10%. Si par exemple, j'ai 1000 euros de consommation, alors je vais payer un billet d'entrée, c'est-à-dire 1000 $ et inférieur, je vais payer un coût d'entrée qui va être là pour le support business de 100 $. Et si je suis supérieur à ces 1000 $, et donc là, je ne vais plus payer 100 $, mais le pourcentage, donc c'est-à-dire les 10% de la facture globale. Donc ça nous permet d'avoir un support, quelle que soit la plateforme que l'on va monter, même si on commence de rien, et de pouvoir aussi être assisté. Par contre, il faut vraiment aller suivre derrière toute cette partie facturation, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup d'items à droite à gauche qui vont aller stimuler, qui vont faire grossir la plateforme, et on ne paye que à fin de mois. Contrairement en fait aux infrastructures qu'on avait avant côté on-prem, on allait faire des devis avant de mettre le matériel, donc on savait ce qu'on investissait. Là, en fait, on va aller consommer du service qui est payé à l'usage principalement. Donc, on ne recevra la facture qu'à la fin du mois et on évite du coup d'avoir de mauvaises surprises. Donc, on met toute cette partie FinOps en place, notamment avec la gestion de budget, pour savoir à quel montant on est, à combien on a atteint le budget qui était forecasté, et ainsi de suite. Ça, c'était le premier cas de Skileos, c'est le cas le plus simple. Ça a permis du coup au CTO qui gérait la partie infrastructure de pouvoir aussi se retirer de ce scope-là avec toute une partie d'automatisation gérée pour sa partie applicative, puisque des fois, il en était allumé manuellement des serveurs supplémentaires, par exemple. Donc là, il s'assure que tout se fait de manière automatique et suivant les règles de l'art. Dans le deuxième cas d'infrastructure, j'ai choisi le cas d'une PME. Donc là, c'est une société financière qui était spécialisée dans la gestion de patrimoine, donc principalement, par exemple, les plans d'épargne retraite. Comme ça va parler un petit peu à tout le monde. On est sur une PME qui est d'environ 140 personnes, et la part de l'IT côté infrastructure concerne une dizaine de personnes. Cette entreprise, du coup, n'avait pas de connaissances, elle, côté AWS. Elle cherchait en fait à construire un nouveau écosystème sur Amazon pour éviter d'investir sur du matériel côté data center et refaire correctement les choses sur la partie AWS. Donc la première des choses, elle nous a demandé du coup du conseil pour pouvoir construire toute leur landing zone en répondant à leurs spécificités, et puis ensuite de les accompagner, notamment dans leur montée en connaissances et compétences, pour pouvoir gérer cette infrastructure et pouvoir migrer leur application et gérer toute la partie run demain. Donc
là, comme on peut le voir, on arrive un peu sur la même structure qu'on avait de base côté Skileos, c'est-à-dire qu'on va avoir un compte master pour pouvoir gérer toute la partie facturation avec un compte bancaire. On a en termes de log, CloudTrail aussi qui est activé. Là, côté sécurité, on retrouve les services que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire AWS Config pour la conformité, AWS Security Hub pour avoir une gestion transverse, mais vont se rajouter aussi d'autres services comme WorldDuty. Ce sont là, vu que c'est une entreprise type financière, on va avoir un level de sécurité qui va être bien plus haut pour servir notamment de l'intelligence artificielle que peut avoir côté AWS à travers différents services de sécurité pour aller checker et regarder si on a par exemple des comportements anormaux sur la plateforme. On a aussi rajouté, et là je ne les ai pas tous évoqués, par exemple toute la gestion des certificats, j'en passe et des meilleurs, qui vont permettre d'assurer un certain scope de sécurité. Donc généralement, on a cherché pareil à centraliser cela dans le compte de sécurité, puisque là, dans le cas de cette entreprise, on a vraiment une équipe sur laquelle on a 2-3 personnes qui sont focus côté sécurité sur la dizaine qui existe. Contrairement à la plateforme de Skileos, là, on voit qu'on a 2 comptes qui sont rajoutés sur la section core, c'est-à-dire sur la section globale côté infrastructure. C'est le compte de réseau et le compte shared management. Et on voit aussi qu'on a une structuration de compte qui a changé. Dans le cas de Skileos, on avait un compte AWS sur lequel on avait tous les environnements applicatifs qui pouvaient être présents. Là, maintenant, on a un compte applicatif, un compte AWS par environnement. Donc, production, pré-production, développement, puis la sandbox qui correspond plus là à des fins de test. On peut voir qu'au niveau des OU, donc des unités d'organisation, pour régir les règles qui sont SCP, service ici, on a du coup une règle par environnement, ce qui va nous permettre d'aller granuler les droits que l'on va donner ou non. Principalement, quand on est sur les droits là par environnement, on va s'assurer que, par exemple, la sandbox ait plus d'accès pour aller tester les nouveaux services qui vont exister. Et puis, au fur et à mesure, progressivement, on va ouvrir après validation sur la dev, la pré-prod et la prod. Comparé à tout à l'heure côté Skileos, là maintenant on a du support AWS, support business pour le compte de production et de pré-production, mais on a du support dev pour le compte de développement. Quelle est la différence entre ces supports et pourquoi on a fait ce choix-là? Tout à l'heure, je vous parlais du support business, on avait $100 en base d'entrée, puis ensuite un certain pourcentage. Sur le support dev, c'est exactement la même chose, sauf que là, le billet d'entrée, il est à $29. Et puis après, on est toujours entre 4, 5 et 7% de la somme totale. Mais la différence concrète entre les deux, c'est la partie des SLA, c'est-à-dire les Service Level Agreement, c'est-à-dire la capacité et le temps de réponse avant de pouvoir avoir un retour côté AWS pour aider à mettre en œuvre. Forcément, le support business, on a des délais qui sont bien plus restreints, bien plus rapides que du coup la partie du support dev. Là, on va peut-être mettre 12 heures, par exemple, à répondre, comparé au support business qui va mettre 4 heures. Donc là, ça nous permet d'éviter de payer plus en termes de consommation si on n'a pas forcément besoin du service en continu et surtout d'une rapidité de réponse. Il faut savoir que le support business ou le support dev, ce sont des services qu'on peut aller activer ou désactiver mensuellement. C'est-à-dire que là, dans le cas, par exemple, de cette société, on n'avait pas au départ activé les supports dev ou les supports business sur les différents comptes. Et c'est lorsqu'il y a eu le premier besoin qui s'est fait sentir, alors on a activé les différents supports. Ce qui nous a permis, lors de l'implémentation, on n'a pas forcément de problématique. Donc ça évite aussi de gaspiller de l'argent inutilement. On a fait le choix de ne pas en mettre sur la sandbox. Tout simplement, pourquoi payer du support sur quelque chose qui est ici pour faire des tests? Il n'y en a aucunement le besoin. Ça nous évite de gaspiller de l'argent et surtout, ça permet aussi aux personnes qui découvrent Amazon de pouvoir faire leur premier test et leur jeu. Généralement, quand on a une personne qui découvre AWS,
elle va aller tâter le terrain pour savoir quel service fait quoi. Elle va aller consommer différentes ressources et puis elle va les supprimer directement derrière. Donc, on a un cycle de vie qui est ultra court et qui est plus là vraiment pour des fins de test. On a du coup la structuration des SCP, comme je l'ai dit tout à l'heure, par type d'environnement. Sur la partie sandbox, généralement, on peut aller soit, donc là, dans le cas de cette société, on a fait le choix d'ouvrir les différents services pour se dire c'est à travers le compte de test qui est totalement isolé des autres comptes que les personnes vont pouvoir aller tester, regarder quel service fait quoi pour s'assurer que ça répond aux besoins de leur parc applicatif. Contrairement à Skileos, où on était principalement sur une application, là, on est quand même sur plus d'une cinquantaine minimum d'applications. Donc, on a quand même pas mal d'équipes qui vont devoir aller regarder pour aller optimiser en termes de performance, mais aussi en termes financiers, les architectures qui vont aller créer. Et donc, pour ça, elles ont besoin d'aller s'amuser, d'aller découvrir. Et donc, l'idée, c'était de ne pas aller les brider dans ce sens-là. Et une fois qu'elles ont trouvé leur solution, alors on avait mis un process en place pour aller les faire tester, dans la phase de dev, c'est-à-dire reconstruire avec l'écosystème de cette société et donc les règles spécifiques de sécurité, etc. Et puis une fois que ça passait côté dev et que c'était validé pour les premiers jeux, ça passait en pré-production. Et à partir de là, ça passait à travers des tests de validation sur la partie. On a toujours une OU qui est dédiée en fait à la partie core pour gérer toute la partie soft. C'est chiant votre truc. Ah, merci. Je ne pense pas que ça t'est adressé, Julie. Donc du coup, la partie d'OU côté corps, là on a vraiment ce socle qui est dédié, puisqu'on ne va pas avoir les mêmes accès des personnes qui vont interagir sur les comptes applicatifs qu'ils vont interagir sur les différents comptes qui concernent vraiment la gestion de l'infrastructure. Là, on a décidé de faire aussi un compte réseau qui est totalement dédié. Tout simplement pourquoi? Puisque ce compte réseau, il va être connecté à l'ensemble de tous les autres comptes AWS. Et donc, si une personne qui n'a pas de connaissances spécifiques faisait une seule modification, ça pourrait impacter tout le parc applicatif de l'entreprise. Et à côté de ça aussi, on a différents liens qui sont mis en place, notamment le Direct Connect. Direct Connect, c'est quoi? C'est un lien dédié, donc physique, qui a été mis entre le data center AWS et le data center côté on-prem de l'entreprise, afin d'avoir des performances réseau qui soient tout simplement meilleures, mais aussi afin de réduire aussi les coûts de transfert. Il faut savoir que sur Amazon, tous les coûts entrants sont gratuits, mais tous les coûts sortants sont payants. Et suivant comment ils sortent, s'ils sortent directement à travers Internet, s'ils sortent dans Direct Connect et ainsi de suite, le coût ne va pas être le même. Donc là, quand il va partir sur du Direct Connect, on va avoir un coût qui est moins cher que s'il sortait directement depuis Internet. Cependant, il y a aussi des coûts d'investissement à mettre pour mettre en place ce Direct Connect. C'est des coûts environ de peut-être $3 000 par mois pour avoir ce lien qui soit créé. C'est la fibre qui est raccordée entre les deux sites, que logiquement on réplique pour se dire si pour cette raison il y a quelqu'un qui va casser une des premières fibres, on peut rebondir avec la deuxième. Et puis on échange énormément de données avec cette partie data center, d'où le besoin fondamental d'avoir ce lien dédié. Mais à côté de ça, on va aussi mettre en place ce qu'on appelle une Transit Gateway. La Transit Gateway, c'est au final un hub de connectivité qui va permettre d'aller raccorder tous les comptes AWS à travers ce continu qui est le compte de réseau. Et cette Transit Gateway-là, elle va permettre d'autoriser ou non la partie flux réseau entre, par exemple, différents comptes AWS. Donc, j'ai toute la configuration qui est fait uniquement sur le compte AWS Réseau. Et là, donc, par exemple, on a permis à la production de discuter avec la pré-production.
contrairement à la sandbox qui, elle, est totalement isolée, elle n'a pas droit de discuter avec d'autres comptes AWS. La production, par exemple, avait droit de discuter directement avec le data center de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas, par exemple, là encore, pour la partie sandbox. Donc, ça nous permet de pouvoir gérer toute la partie des flux et de les tracer pour savoir qui a accès à quoi et comment. Ensuite, on a mis un compte du coup de shared management, c'est-à-dire de gérer toute la partie des ressources pour éviter d'aller multiplier les infrastructures, notamment par exemple la chaîne CI/CD. Pour aller faire tout le déploiement applicatif interne, on a mis une chaîne CI/CD qui était dans le compte shared management, c'est-à-dire quel que soit le type d'environnement sur lequel on est, production, pré-prod, dev, on utilisait cette chaîne unique pour aller faire nos déploiements. C'est pareil, par exemple, pour le cas d'un Active Directory, pour gérer les accès côté des systèmes d'exploitation présents sur les différents écosystèmes. On gère notre utilisateur, gestion d'utilisateurs applicatifs directement à travers un AD qui est centralisé. On ne va pas les multiplier le nombre d'Active Directory. Et pour gérer la partie des accès directement au niveau des comptes AWS, puisque là, du coup, on voit qu'au total, on a 4 comptes côté core, on a 4 comptes côté environnement et un compte master global, ça nous fait au total 9 comptes AWS. On va éviter d'aller gérer les accès au niveau granulaire. On va utiliser du coup un SSO qui va nous permettre de centraliser nos utilisateurs à travers les différents comptes AWS pour leur donner accès à un ou plusieurs comptes AWS en simultané à travers ce qu'on appelle des rôles, c'est-à-dire différents droits. On va avoir un rôle d'administrateur qui va avoir les pleins pouvoirs sur tous les comptes. Ça va être par exemple pour l'équipe d'infrastructure. Mais à côté, par exemple, des utilisateurs applicatifs, eux ne vont avoir droit, par exemple, que pour la partie pré-prod, dev et ainsi de suite. Mais ils n'auront pas l'accès au niveau de la partie sécurité. Donc ça permet vraiment d'aller faciliter la gestion et puis surtout d'aller tracer qui s'est connecté à quoi et comment, pouvoir gérer l'entrée-sortie d'un nouvel utilisateur. Maintenant, on va passer du coup sur un grand groupe. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un cas d'une industrie pharmaceutique. Là, on est à plus de 200, 300, 400 personnes qui gèrent la partie informatique. Donc du coup, on est sur du silotage. Donc là, on retrouve pareil le même scope qu'on avait précédemment avec la partie master account, la partie logging, la partie sécurité, partie réseau et shared management. Donc là, on a un changement, c'est qu'on n'a plus un compte par environnement, contrairement du coup à l'entreprise de gestion de patrimoine, mais là, on a un compte AWS par application, par environnement, ce qui nous permet vraiment d'avoir une granularité profonde au niveau des droits. À côté de ça, on a pareil une interconnexion avec un data center. Sauf que là, on a choisi de rajouter un service en plus qui s'appelle AWS Control Tower. Ce service, il permet d'aller gérer la création de comptes Amazon, c'est-à-dire qu'on ne les crée plus manuellement, puisque là, on n'est pas à une dizaine de comptes au total, on est sur une ampleur de 200, 300, 400 comptes AWS. Et donc, on va chercher à automatiser au maximum. Là, nativement, AWS Control Tower, il crée son propre compte de log, il crée son propre compte de sécurité sur lequel on va aller se baser. Et il va aussi permettre de rajouter un module qui s'appelle Control Tower Custom. Cette partie custom, elle va permettre d'aller lancer des scripts dès qu'on va aller déployer un nouveau compte AWS. C'est-à-dire que si on prend en compte la partie exemple, la partie backup. Pour gérer les sauvegardes au sein d'AWS, on utilise un service qui s'appelle AWS Backup. Et pour ça, dans chaque région AWS, sur chaque compte, on va devoir aller faire la configuration. Pour éviter de refaire cela, puisque là, on imagine 200 comptes AWS avec plusieurs régions, ça devient impossible ou un travail monumental. On va aller l'automatiser, de se dire, dès qu'il y a un nouveau compte AWS qui se crée, alors, tel et tel script vont permettre d'aller déployer de manière automatique cet écosystème. Et donc là, on le gère directement avec Control Tower Custom. À la différence des autres entreprises que j'ai pu vous présenter, là, on a un support qui est de type Enterprise.
Alors, il y a une grosse différence dans les autres supports tels que le dev ou le business, c'est que le support enterprise, lui déjà, son billet d'entrée, il est à 15 000 $. Mais surtout, le support enterprise, il est placé sur le compte master. Il n'est pas placé sur chacun des comptes. Donc, contrairement aux autres où je pouvais activer, désactiver, là, le support enterprise, je le mets sur le compte master. Et de base, tous les comptes enfants qui sont régis par ce compte master vont hériter de ce support. Donc, c'est-à-dire que j'aurai forcément le pourcentage de ma facturation qui va être payée, qui va être basée en tout cas sur les comptes enfants dont je gère ce compte master. Ce qui peut vraiment alourdir de manière conséquente la partie FinOps, puisque ça veut dire qu'on va aller payer du support sur des comptes aussi de test. Pour éviter cela, du coup, on va créer non plus un seul compte master, mais plusieurs comptes master. Donc là, la création d'un deuxième compte pour gérer toutes les infras qui sont de type développement, de type sandbox. Et là, on va pouvoir gérer le fait de se dire, bah, je rajoute par exemple du compte du support dev sur les comptes de développement si j'en ai envie ou non. Mais en tout cas, je ne vais pas être facturé de manière obligatoire du support pour un support que je n'aurais potentiellement pas besoin. Du coup, j'ai fait un petit récapitulatif avant de passer au niveau des questions. Du coup, là, on peut le voir qu'on a une structuration au niveau des comptes qui va être totalement différent, qui va se baser sur un modèle FinOps pour éviter de payer, par exemple, du support en moins. Et ça va dépendre notamment du nombre de comptes qu'il va y avoir à mettre en œuvre. On va faire, du coup, le choix d'un certain type de support. La structuration des comptes, elle dépend en effet, est-ce qu'on va partir sur une structure par application, par environnement, combien de comptes je vais avoir à mettre en œuvre, et donc dans ce cas-là, quelle solution je vais mettre en œuvre pour pouvoir les déployer. Plus on arrive sur des grandes entreprises, plus on va chercher à automatiser, même à haute échelle, toute cette partie-là. À côté de ça, la partie réseau, elle était inexistante côté startup car cloud native. Là, à partir du moment où on arrive sur de la PME ou de la grande entreprise, on va aller déployer des écosystèmes qui vont nous permettre vraiment de pouvoir faire transiter de l'information très rapidement, puisqu'on sait très bien que le data center, même si ça part sur la migration au fur et à mesure côté AWS, ça va mettre du temps pour se faire. Et on va devoir gérer toute la partie des performances entre ces deux écosystèmes. La sécurité, elle est bien plus importante forcément quand on est sur une grosse entreprise, puisqu'on a déjà en fait les ressources pour pouvoir les gérer. L'idée, comme je vous disais, dès qu'on consomme un service, on le paye. Donc ça ne sert à rien de mettre des services s'ils ne sont pas correctement utilisés et gérés par la suite. Là, on avait une gestion des accès qui était centrale côté grande entreprise, et on mettait en œuvre ce qu'on appelle des assume rôles côté de la PME ou de la startup, c'est-à-dire qu'on a un compte principal sur lequel on va rebondir pour se connecter aux autres comptes AWS. La partie du tooling, au fur et à mesure, pareil, elle est en croissance, notamment sur les services de sécurité, mais aussi des services qui sont, en tout cas des produits qui sont existants au sein de l'entreprise, et notamment aussi avec des services de type SaaS. Et puis l'automatisation, on s'amuse à faire de l'automatisation de compte quand on commence à arriver sur une structure qui est vraiment très évolutive. Et puis toute la partie outillage et puis run. Là, par exemple, je vous ai parlé principalement de Control Tower Custom, mais derrière, on a aussi tout un tas d'outils d'infrastructure as code, tels que Terraform ou CloudFormation, qui lui est natif. Là, je vais profiter des 10 dernières petites minutes qui nous restent pour savoir si vous avez des questions. Alors, il n'y en a pas eu dans le chat, à part des demandes de vidéos, mais voilà, Clémence a répondu, c'est envoyé automatiquement. C'est le moment de remettre vos micros si vous avez quelques questions. Moi, j'ai pas tout suivi, mais bon, en tout cas, merci Julie. Mais si jamais je te poserai des questions après. Mais là, j'ai pas tout suivi, donc je pourrais pas te poser. T'as pas tout suivi parce que t'as pas tout compris ce que j'ai. Non, je suis arrivé en retard. Pour ça, je suis arrivé en retard. Mais je regarderai. Mais merci pour la présentation. Alors.
Moi, j'ai une question. J'ai peut-être pas tout suivi en fait. Au niveau des OU d'organisation, Et ça, c'est un service natif qui est porté par AWS côté IAM ou alors c'est vous qui l'avez Mm. intégralement construit? Alors, c'est un service qui est existant côté AWS, en fait, qui dépend de AWS Organisation. C'est-à-dire qu'on va créer une structuration de comptes. À partir du moment où on a un compte parent et des comptes qui vont être gérés en dessous, donc des comptes enfants, on utilise le service AWS Organisation qui est situé sur le compte payeur. Et de là, on va pouvoir mettre en œuvre cette partie DSCP. Donc, c'est quelque chose qui est permis de faire côté AWS. Après, à chacun de vouloir le mettre en œuvre ou non et de le configurer. AWS donne pour la plupart des services, il y a vraiment, avec plus de 200 services, on a énormément de produits qui existent. Mais par contre, à chacun de vouloir ou non les utiliser, puisque derrière, ça peut potentiellement rajouter de la facturation ou en tout cas de la complexité de gestion. Donc ça, c'est natif AWS, la partie SCP, ça se gère dans le service AWS Organisation. Et ce n'est pas Ok, dépendant de IAM, puisque ok, IAM, qui est le service Identity Access Manager, qui permet de gérer la partie gestion des accès, donc avec des droits spécifiques. Là, en l'occurrence, ce sont vraiment des droits au niveau de la structuration des comptes et non des utilisateurs. Donc, c'est vraiment pas dépendant. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, voilà, si au niveau du compte, on a dit il est interdit d'accéder au service EC2 qui permet de créer des serveurs, même si on peut être pur admin, c'est-à-dire avoir tous les droits dans le compte, par exemple, de production, si on a cette SCP qui a été au-dessus, qui a été mise en disant c'est interdit, on n'aura même pas la capacité de se donner les droits, puisqu'on a un deny qui a été mis au-dessus et qui régit toute cette partie-là d'accès. ok, c'est un peu l'équivalent des forêts Active Directory. Oui, tu peux le voir comme ça. Ok, Mais là, c'est au niveau, par contre, tu gères la partie structuration de compte AWS. Tandis ok. que tes forêts, bon, c'est sur tes gestions d'utilisateurs pour tes accès au niveau de ton écosystème, quoi. Ok. Sur les J'ai services peut-être- qu'on appelle. j'ai pas tout suivi aussi sur le webinaire parce que j'étais un peu interrompu. Parce que là, tu as parlé surtout en fait de tout ce qui était ségrégation au niveau organisationnel. Sur du réseau, comment ça va fonctionner en fait? Si tu vas ségréguer, tu vas créer différentes zones où on va avoir différents sites qui vont pouvoir accéder à telle ou telle partie de l'infrastructure ou... Alors, alors, je vais essayer de rebondir un petit peu sur celle-ci. Sur AWS, là, principalement, on va gérer un compte. Hop, on va revenir sur la Transit Gateway. Voilà. Donc là, généralement, déjà, on met en place cette partie Direct Connect pour aller faire discuter nos différents réseaux si on a de la partie on-prem existante. Et en mettant en place de la Transit Gateway, on va gérer toute la partie des gestions des réseaux à travers la Transit Gateway qui va permettre de dire, par exemple, tel environnement, ici tel compte AWS, a droit d'accéder par exemple, au compte pré-production. À l'intérieur du compte AWS, on va avoir un service qui s'appelle VPC, pour Virtual Private Network, qui va permettre de créer un réseau, puis ensuite des sous-réseaux et ainsi de suite. Et là, on va autoriser le réseau VPC à accéder à telle plage d'autres réseaux. Et donc, on gère toute notre isolation réseau à travers des tables de routage qui sont au sein de la Transit Gateway. Ok. Ça permet de gérer la centralisation côté réseau ici. Mais cette Transit Gateway, elle fait juste du routage, elle fait pas du filtrage avancé. Est-ce qu'elle a des fonctionnalités de filtrage avancé? Alors, pour toute la partie filtrage, etc., il y a énormément de fonctions qui existent côté AWS. Par exemple, il va utiliser toute la partie des règles des NACL, donc les Network Access Control List, qui vont permettre de pouvoir gérer le filtrage, la priorité, etc. Et puis après, en termes vraiment d'applicatifs purs, c'est-à-dire qu'une application, on va chercher aussi à leur ouvrir ou non les ports. Et ça, toute la partie firewall, vraiment des machines, ça se gère avec ce qu'on appelle des security groups. Oui. Ouais. Ok. Donc, du coup, on a une partie côté machine, on a une partie côté réseau qui est régie à travers le service VPC et qui tourne et gravite autour avec
La Direct Voilà. Connection, on a un lien qui a accès à la Transit Gateway, qui peut communiquer avec quel réseau et quel ordre. Il faut aussi savoir que nativement, Amazon va commencer avec le chemin le plus court. C'est-à-dire que dans un même réseau, si on a plusieurs sous-réseaux, en local déjà, les sous-réseaux ont le droit de discuter ensemble, ce qui évite d'avoir du flux qui va sortir pour re-rentrer à la même entrée, puisque derrière, ça coûte tout simplement aussi de l'argent, même si les coûts sont moindres. Et puis après, tout cet écosystème, il faut aussi le créer avec, comme tu le demandais, là, c'est avec différentes régions. C'est-à-dire, c'est de s'assurer que, est-ce qu'on va mettre une seule transit, plusieurs transits, ça dépend de l'écosystème. Pareil, hein, la Transit Gateway, par exemple, a ses propres limites. Tu ne peux pas aller plugger 10 000 comptes AWS, 10 000 VPC dessus. Et donc, à un moment, tu vas devoir aussi les multiplier dans l'écosystème. Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, nous avons d'autres questions? Oui, j'en ai une. Et moi, j'allais dire, il y a pas mal de similitudes avec le monde Azure quand même, que je pratique un peu plus, pour pas dire. Côté tarification, c'est pareil chez AWS. Après, parce que bon, c'est toujours pareil, il y a un petit équilibre à trouver entre des tarifs extrêmement préférentiels si tu réserves les ressources sur 2 ou 3 ans et, Oui, alors, et j'aime dire du one shot, quoi. côté FinOps, en effet, Cloud Provider, Amazon, Azure, Google, c'est principalement basé sur le même modèle. Là, en l'occurrence, côté Azure, tu retrouves la même chose, puisque de toute façon, c'est pas une concurrence quand même assez accrue. On peut avoir ce qu'on appelle des instances réservées, c'est-à-dire que quand on a des machines qui sont à l'intérieur des comptes de production, donc des machines virtuelles, à la place de les avoir en fait en coût, ce qui s'appelle à la demande, on va chercher à se dire, tiens, si je suis sur des machines de production, elles vont être allumées H24. Et donc, je vais chercher en fait à économiser de l'argent dessus. Et pour ça, on peut aller les réserver sur 1 an, sur 3 ans. On a aussi la capacité de se dire, je fais ce qu'on appelle du saving cost, c'est-à-dire que je vais aller m'engager sur la partie monétaire, c'est-à-dire que je dis que mensuellement, je vais aller consommer plus de 10 000 $, 100 000 $ sur mon compte AWS principal. Et donc, à partir de là, je vais peut-être potentiellement obtenir des rabais. Ça, c'est de l'engagement, c'est plus de la partie FinOps. C'est quelque chose qui se fait après la création de la landing zone, puisque ça demande d'avoir du retour au niveau applicatif pour comprendre, avant de s'engager, c'est de s'assurer que ce sont bien les bonnes ressources que l'on a utilisées. Et à partir de là, au bout de 3 mois, 6 mois, en récupérant toute la partie monitoring, par exemple, on va pouvoir se dire, c'est bon, c'est le bon calibrage, maintenant je vais pouvoir aller m'engager. Il n'y a pas trop de fluctuations, en tout cas, je gère d'une certaine manière cette fluctuation au niveau financier. Ouais, clair. Ok. Est-ce que du coup, nous avons